livré. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays africains s'alignent sur la position marocaine et très peu encore soutiennent encore la question du Sahara occidental. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Le Maroc, que tu me dis, le Maroc n'a pas d'argent pour acheter tout le monde. C'est certain. Est-ce que c'est pas question d'acheter ou c'est pas... Vous les sous-estimez. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Voilà, justement, comment ça se passe? Vous les sous-estimez, cher Abdou. Je vous ai dit que c'est... السلام عليكم. دابا هذا عبد السمار هذا ولا مخبر ديال الكبرانات. ما لقى ما يدير، مشى عرض على واحد جوج صحفيين، وهذوك الصحفيين العمر ديال الصحراء المغربيه كبر من العمر ديالهم هما، جابهم باش يهضروا على المقارنه بين المغرب وبين بلادو. هما صحفيين افارقه، جوج ديال الصحفيين افارقه، وطرح عليهم شي اسئله زعما في حقيقه خبيثه بزاف، ولكن رغم هذاك الشيء قمعوه في شحال من حاجه. الحاجه اللي سدوا معاه هو انهم ملي قالوا ليه بان المغرب عنده الابناك تما وعنده هذا، والاقتصاد ديالو مجهد، استدير الاقتصاد ديال الجيري، وهضروا على الجيري ونافقوه، قالوا لا دبلوماسي زعما هي ديال الجيري هي الاولى في العالم، وفرحان بها، وكيوصل كيهضر مزيان زعما، وكيبين الكبرانات ديالو. انتم سمعوا راني خدام معكم مزيان. وهذوك الدراري اللي جابهم مع الاسف الشديد هما صغار من العمر ديال الصحراء المغربيه، وجاو باش تيقول اقترح عليهم الحل بين المغرب والجزائر باش تفك القضيه ديال الصحراء، وبلا حشمه بلا حياه تيقول لهم الجمهوريه الديمقراطيه العربيه الصحراويه. وطز عليك والله الا شتيها لا انت ولا الكبرانات ديالك، والله الا تبعتكم. ونفس الهضره اللي كان تيقولها المقرقب ديال تبون، قال ليه المغرب ما عندوش الفلوس باش يشري كاع الدول، حنا ما كنشري، المغرب ما تيشريش، كيقنع الناس بالمعقول وبالحق وبالصراحه. نتوما اللي كترشيو الناس. ولكن الصحفي اللي جاوبوه قال ليه فو با سوزيستيمي لو ماروك، يعني ما تحتقرش المغرب، لا كاع ما تعير راسك، قدير لينا تما راك معارض، راك صافي خلاص صدروا عليك العفو وليتي خدام معاهم، بلا ما نبقاو نكذبوا على ريوسنا ونكذبوا على كل حال. غادي نخليكم تسمعوا وحكموا نتوما بروسكم. تسمعوا عبدو السمار مع هاد الصحفيين هادو اللي جابوهم. L'Afrique aux Africains, ce vieux slogan avec lequel nous avons grandi, en tout cas ma génération et la génération post-indépendance, ça nous dit quelque chose. Mais en Afrique, on pensait que le problème était des puissances étrangères. Il s'avère que depuis pour un certain nombre d'années, depuis un certain nombre d'années, il y a des problèmes entre des puissances locales africaines, notamment la rivalité algéro-marocaine. La rivalité algéro-marocaine, on pense toujours, en tout cas, qu'elle est uniquement cantonnée au Maghreb. Mais il s'avère que ces dernières années, nous avons vu un certain nombre d'épisodes au sein de l'Union africaine ou au sein de certains nombres de blocs régionaux. La rivalité, le match entre Algérie et Maroc divise les Africains et personne ne leur a même pas posé la question à ses compatriotes et ses confrères et ses confrères africains ou ses consoeurs africaines, comment ils perçoivent cette rivalité au Maghreb. Est-ce que l'opposition ou la guerre diplomatique et politique entre l'Algérie et le Maroc, est-ce qu'elle est suivie avec intérêt sur le continent africain? Est-ce que les Africains sont plus pro-marocains que pro-algériens? Est-ce qu'ils sont anti-marocains et pro-algériens? Comment ils se positionnent et qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils proposent justement peut-être pour améliorer l'intégration régionale au niveau du continent et comment nos amis africains pourraient peut-être aider les Maghrébins à se réconcilier entre eux et à bâtir un Maghreb uni, débarrassé des tensions politiques. C'est l'objectif de cette émission et pour parler de ce sujet très complexe, très compliqué, j'ai eu le plaisir d'inviter et j'ai eu l'honneur en tout cas deux invités extrêmement connaisseurs des affaires africaines qui ont un regard très lucide, je dirais même une expertise très appréciable sur le continent africain, qui ont accepté notre invitation. Alors j'ai eu l'immense plaisir d'inviter et merci beaucoup d'ailleurs à Morgan Palmer d'avoir accepté notre invitation. Morgan Palmer, donc journaliste camerounais, directeur de médias. Il va nous parler un peu de son parcours. Pour celles et ceux qui suivent vraiment l'actualité africaine, Morgan Palmer n'est pas un inconnu. Ses émissions, aujourd'hui il dirige un concept qui s'appelle le fauteuil rouge, que je suis avec beaucoup de plaisir. Morgan, merci beaucoup pour ce que tu fais. Il a vraiment des années de journalisme à son actif et il connaît très très bien l'évolution des rapports de force dans plusieurs pays africains. C'est un observateur averti du continent africain. Morgan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdou Semar de m'accueillir sur votre plateau. C'est un grand plaisir d'être là et permettez-moi de vous renvoyer le compliment. Ça fait des années que je vous suis dans vos engagements, dans vos batailles et c'est très appréciable, ces sources d'émulation. Merci beaucoup Morgan. Et j'ai l'immense plaisir de retrouver un ami. Ça fait des années que je ne l'ai pas revu, Makela Angebla,
journaliste tchadien, blogueur, activiste, opposant, qui incarne à mes yeux l'une des voix les plus connues du Tchad sur la scène internationale. Ça fait des années qu'il fait du journalisme engagé. Il a eu même la chance de revenir dans son pays pour participer à une période de transition politique. Donc, et c'est aussi un connaisseur de la région du Sahel notamment et du Maghreb. Il a il a un carnet d'adresses extrêmement rempli au Maghreb, en Algérie comme au Maroc, comme en Tunisie. Et son regard sur le Maghreb nous sera certainement utile. Makaïla, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdou, c'était un plaisir. Ça fait très longtemps, comme tu l'as dit, après Dakar, on se revient à Paris et puis je t'ai perdu de vue. J'ai essayé de renouer contact à travers des réseaux en Algérie. Donc ça me fait plaisir de te retrouver la semaine dernière. Aussi, tu m'as invité, ça me fait plaisir de retrouver aussi Morgan pour en débattre. Effectivement, je te renvoie à l'ascenseur. Tu fais un combat démocratique pour ton pays, mais aussi pour l'Afrique. Tes interventions les plus pertinentes qui t'ont valu aujourd'hui aussi l'exil. Nous partageons le combat que tu mènes pour ton pays d'origine, mais également pour l'Afrique, parce que au-delà des questions maghrébines et algériennes, tu te bats pour effectivement la souveraineté de l'Afrique. En tout cas, je me réjouis d'être avec vous ici pour analyser, débattre et effectivement proposer d'alternatives pour le continent africain. Merci beaucoup, Makaïla. Je vais commencer, mes chers amis, par une question très directe. Nous, les Algériens, on a grandi avec une vérité qu'on nous inculque depuis qu'on est enfant, que nous sommes aimés par tous les Africains. Tous les Africains nous aiment. C'est ce que nous disent nos dirigeants, ce qu'on nous dit à l'école, c'est ce qu'on nous dit quand on discute avec nos aînés. L'Afrique nous aime parce qu'on a aidé beaucoup de pays africains à s'émanciper. Il y a le festival panafricain de 1969. Ensuite, Bouteflika a fait un festival panafricain en 2009, etc. Si je ne me trompe pas, je l'ai connu en tant que journaliste. On nous a toujours dit que l'Afrique vous aime. Alors aujourd'hui, peut-être avec un peu de recul, Morgan, je vais commencer par toi, ensuite Makaïla, tu es notre aîné, donc à tout seigneur, tout honneur. Quelle est la véritable perception de l'Algérie aujourd'hui au sein des élites africaines et au sein de la population africaine? Est-ce que l'Algérie incarne toujours cet idéal de panafricanisme, d'aide et de soutien aux pays émancipés? Est-ce que c'est une vérité qui est toujours en cours? Je veux dire qu'il y a des sentiments qui se transmettent dans l'ADN. C'est pas un secret que l'Algérie a joué un rôle historique dans la question des décolonisations, alors même que c'est un pays aussi qui s'est battu pour sortir du joug colonial, mais depuis 1962, avec son accession à l'indépendance, elle en a fait une question de priorité en devenant cheval de proue des décolonisations. On peut citer un certain nombre de pays, l'ANC et sa branche armée en Afrique du Sud. On a vu Nelson Mandela venir être formé militairement en Algérie. On a le Frélimo en Namibie avec Sam Nujoma. On a des pays comme le Mozambique avec Samora Machel. L'Angola, le MPLA de Eduardo Santos, la RDC même, de Lumumba. Donc, bref, je crois que la liste elle est assez longue. Des pays qui ont été soutenus à l'époque par l'Algérie dans leur quête d'indépendance, la quête souverainiste. Et donc, ce n'est pas des choses simples. Vous savez, les amis, on les reconnaît quand on vit des moments difficiles. Et donc, c'est un pays qui a toujours été aux côtés de l'Afrique dans ces moments difficiles. Bon, après, on peut aussi noter un désengagement de l'Algérie. On en reparlera peut-être tout à l'heure, si vous le permettez. Des engagements de l'Algérie avec les années actuelles qui peut justifier que, au niveau des générations actuelles, que très peu de gens aient conscience du rôle important qu'elle a joué sur le plan historique. Est-ce que c'est vrai, Makaïla? Est-ce que maintenant les jeunes Africains n'ont plus conscience de l'importance de l'Algérie sur la scène continentale? Cette image de l'Algérie panafricaine, anticolonialiste, est-ce que les jeunes Africains aujourd'hui n'en ont plus conscience? Surtout quand on voit, quand même, c'est incroyable. Le Tchad, c'est pas loin du Sahel. C'est même des relations très fortes avec les pays du Sahel. On a eu des manifestations en 2025 et en 2024 aussi contre l'Algérie à Bamako. Des slogans anti-algériens à Niamey. Moi, par exemple, ça m'a choqué. J'ai jamais pu imaginer que des pays avec lesquels on a eu une histoire très forte, avec lesquels on a eu tellement d'intérêts très forts, ils organiseraient des manifestations contre l'Algérie. C'est conjoncturel ou il y a vraiment une nouvelle Afrique que l'Algérie ne connaît pas, avec laquelle elle a du mal à traiter? Merci Abdou. En fait, Morgan, il a fait un rappel historique liant l'Algérie aux pays africains
post-indépendance. L'Algérie a été un des soutiens décisifs de beaucoup de pays africains qui ont acquis leur indépendance. Il faut reconnaître aussi que l'Algérie a attribué, effectivement, sur le plan éducatif, a attribué beaucoup de bourses, a formé beaucoup d'Africains, que ce soit au Mali, tu as cité, au Tchad. Moi, je suis tout à fait un des témoins que des amis à moi ont étudié en Algérie. Ils ont fait des profils très pointus en Algérie et qui sont aujourd'hui des cadres dans l'administration tchadienne et même dans la plupart des pays africains. Maintenant, les rapports, c'est vrai, ces derniers temps, on a l'impression, tu as évoqué un cas sur le Mali. Effectivement, c'est un des cas, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et j'ai l'impression que les Maliens reprochaient un peu à l'Algérie alors qu'il y a un lien de redevabilité entre l'Algérie et le Mali. Parce que l'Algérie a accueilli à l'époque beaucoup de Maliens sur son sol. Et cette crise qui est née effectivement de la crise au Sahel, on a l'impression que Bamako reprochait un peu à Alger. Et il faut reconnaître que l'Algérie a aussi joué un rôle important dans la médiation entre les forces irrédentistes qui appelle effectivement à la division du nord du Mali, et ce qui a été reproché à l'Algérie de soutenir, entre guillemets, effectivement, des voix d'opposition malienne contre le pouvoir central de Bamako. Donc moi, je pense que c'est effectivement conjoncturel, pour ne pas dire un truc qui était structurel, parce qu'en fait, normalement, on ne devait pas arriver à ces points de rupture et de crise diplomatique entre Bamako et Alger, étant donné que les liens sont forts. Les liens d'abord sont confessionnels, les liens sont effectivement historiques. De part et d'autre, il y a des communautés qui se connaissent, qui s'identifient. Et pourquoi aujourd'hui on arrive à des crises politiques majeures? Moi, j'ai l'impression qu'il faut remettre la balle à terre. Il faut que Bamako et Alger parlent. Et moi, j'ai déploré récemment l'expulsion depuis Alger d'Imam Dicko, qui a séjourné tout simplement à Alger. Et quand il rentrait à Bamako, il était expulsé par les autorités maliennes parce que, alors qu'Imam Dicko, c'est une figure religieuse, très respectée d'abord. Controversé aussi, hein, controversé. Justement, mais il a aussi des détracteurs qui lui reprochent pas mal de positions. Mais justement, tu as raison, Abdou, parce que en fait, nul n'est parfait. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, la nouvelle génération pense, notamment, justement, je veux dire que la nouvelle génération ne pense pas le contraire. Nous n'avons pas une hostilité, ou bien la nouvelle génération africaine n'a pas une hostilité contre l'Algérie. L'amour existe. Les liens sont encore forts. Nous avons beaucoup d'estime encore pour les Algériens. La preuve, c'est qu'on est là pour débattre de ces questions qui nous lient et qui nous tentons, effectivement, à travers vous, de trouver des perspectives pour rapprocher les points de vue divergents. Nous pensons qu'effectivement l'amour il reste, l'amour est là, il est solide. Les Africains en général au Sahel, tout comme au sud du Sahara, ont encore de l'estime pour l'Algérie. Et là, moi, je peux le prouver parce que j'ai toujours, en ce qui concerne le Tchad, nous parlons la même langue que les Algériens. Donc l'arabe tchadien est aussi compris. Les Tchadiens, quand ils partent en Algérie, ils ne sont pas totalement dépaysés. Donc moi, je pense que les liens sont forts. Maintenant, c'est vrai, les crises sont liées effectivement à ce qui se passe actuellement au Sahel, mais cela ne peut pas être insurmontable. Justement, Morgane, alors de l'autre côté, il y a le Maroc. Beaucoup de dirigeants algériens, dans le discours officiel, comme dans le discours officieux, lient les crises ou les épisodes de crise qui opposent l'Algérie à des pays africains, à du lobbying marocain qui serait en train de manœuvrer secrètement dans les coulisses pour, dans le cas de la rivalité, vous connaissez certainement les problématiques de la rivalité algéro-marocaine, les sources du conflit, le Sahara occidental, les problèmes, ce sont deux pays complètement différents, qui ont deux lignes de politique totalement différentes. Est-ce que le Maroc a fait une percée réellement importante? On en parle beaucoup dans la presse, y compris africaine, le Maroc. Est-ce que le Maroc est vraiment devenu un acteur influent sur la scène africaine? Est-ce que réellement il a pu déstabiliser ou bousculer un peu l'Algérie qui avait l'habitude d'être considérée elle-même comme une des 4 plus importantes puissances africaines avec le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud? Oui, le Maroc a fait une percée et ça peut s'expliquer de manière... quand on convoque l'histoire, on se souvient qu'en 1984, quand le Maroc décide de claquer la porte de l'Union africaine, c'était l'OUA à l'époque, c'est motivé par quoi? C'est motivé par cette querelle territoriale et l'histoire du Sahara occidental que tu as bien fait de rappeler tout à l'heure. Et donc, c'est un pays qui est parti sur 33 ans d'isolement. Donc après, il fallait une stratégie pour ne pas être complètement écarté du jeu. La stratégie du Maroc a été de développer des relations bilatérales avec les pays, ce qui peut donc être considéré aujourd'hui comme une puissance de lobbying, un savoir-faire, et que donc le bilatéral qui a été utilisé comme un levier avec un certain succès
notre frère Makaïla parlait tout à l'heure de l'éducation, de ces bourses que l'Algérie a dû apporter. Effectivement, aujourd'hui on le voit, que c'est l'un des leviers aussi par lesquels on passe pour participer à la formation de la future élite des pays. Et c'est pour ça qu'on peut voir. Donc, sur la question de la prégnance du Maroc dans les pays d'Afrique subsaharienne, et je peux expliquer ça par ce problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'en 84, ils se retirent, mais ils ne peuvent pas rester complètement à l'écart, donc ils développent des relations B2B avec d'autres États africains, et la coopération doit bien être portée par des sujets concrets. Et dans le cadre du Maroc, ils sont attaqués à l'économique, l'agriculture. On a aujourd'hui tout un pôle bancaire africain, Banque Assurance, qui a émergé et qui bat pavillon marocain. Donc ils sont allés sur ces questions pratiques. Là où on peut noter un recul de l'Algérie, parce que l'Algérie elle a joué un rôle déterminant dans la période des décolonisations, en se positionnant notamment sur toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais je ne sais pas à quoi c'est lié ces dernières années, en tout cas ces dernières décennies. Elle est un tout petit peu absente de l'économie au moment où aujourd'hui en Afrique, il y a une vraie demande sociale, on a beaucoup de pays qui sont paupérisés et qui sont en attente de solutions concrètes. Alors Makaïla, le Maroc, est-ce que le Maroc est devenu aujourd'hui l'équivalent de l'Algérie? Est-ce que le Maroc arrive à concurrencer l'Algérie dans les régions, notamment dans le Sahel, au Tchad par exemple, etc. Est-ce que les Africains commencent à devenir plus pro-marocains que pro-algériens? Est-ce que c'est une réalité ou c'est un fantasme qui est propagé par certains médias? Non, mais effectivement, Abdou, le Maroc développe un soft power qui est effectivement essayer d'envahir l'Afrique, le Sud-Sahara, l'Afrique au Sud-Sahara, et qui est devant, je ne sais pas, je peux expliquer un peu de retard par rapport aux Algériens. Quand on voit un peu, quand toi tu as été à Dakar avec moi, quand tu vois la présence, effectivement, l'avenue Mohamed V ou Mohamed VI à Dakar, quand tu vois un peu la présence des Marocains à Abidjan, etc., montre effectivement qu'ils ont commencé à prendre de l'avance sur l'Algérie. Alors qu'on a l'impression que l'Algérie, dans les années 60, était quand même beaucoup plutôt présente par des moyens financiers, par une présence diplomatique et politique. Mais ces derniers temps, on a l'impression que, soit pour une stratégie locale propre aux Algériens qui ont voulu pas du tout être présents sur le continent africain, notamment de l'Afrique centrale jusqu'au Sahel, ou bien c'est une stratégie de voir comment les Marocains vont pénétrer le marché africain, et c'est ce à quoi nous assistons. Mais toujours est-il que moi j'ai remarqué, que ce soit en Djamena, à Bamako, à Dakar ou un peu partout, la présence de l'ambassade algérienne ou bien des ambassades algériennes et des investisseurs algériens existe, mais des moindres poids par rapport aux Marocains. Et là, c'est ce que nous avons toujours tendance à demander effectivement à l'Algérie, pourquoi ces reculs par rapport au Maroc. Est-ce que le Maroc a changé une stratégie beaucoup plus agressive, diplomatiquement parlant, pour envahir, pour effectivement être plus dominant sur le terrain, ou bien c'est un choix que l'Algérie lui-même... Là, je pense qu'il y a une question qui mérite d'être posée plutôt au ministre algérien des Affaires étrangères, qui a un observateur comme nous autres. Mais toujours est-il que nous avons constaté depuis un certain temps une présence massive du Maroc en termes diplomatiques, mais cela n'exclut pas que l'Algérie aussi a son rôle à jouer sur le continent africain, parce qu'en fait, elle a des rapports assez historiques avec les... Justement, est-ce que c'est pas le business qui explique tout? Est-ce que c'est pas l'Algérie peut-être? Moi, c'est ce que je dis dans mes critiques souvent, dans mes émissions, je dis que nos dirigeants croient que les Africains n'ont besoin que de slogans politiques. Est-ce que peut-être l'Algérie devrait se réveiller et comprendre qu'aujourd'hui les Africains sont des consommateurs aussi, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de voitures, ils ont besoin de logements, ils ont besoin de faire du business, et qu'on ne parle pas assez business aux Africains, et que les pays qui ne parlent pas assez business aux Africains commencent à désintéresser ou commencent à repousser les Africains. Parce que les Africains aujourd'hui s'intéressent beaucoup au business. C'est une vérité ou pas ce que je dis? Oui, moi je vais être très bref d'ailleurs dans la réponse de cette question. Makaïla en parlait tout à l'heure. Tout le monde s'accorde sur l'excellence de la diplomatie algérienne. Hein. Ils sont comptés, les diplomates algériens, comme étant les meilleurs dans le monde. La seule problématique, c'est qu'ils se sont contentés de faire de la diplomatie sur les questions géopolitiques, mais je crois qu'il y a autre chose que l'Algérie peut embrasser désormais, c'est la diplomatie économique, en tout cas une diplomatie économique très offensive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans la diplomatie économique? Explique-nous, Morgane, donne des exemples. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous disais que quand vous voyez un peu la percée du Maroc en Afrique, les télécoms, la banque, tous les domaines concrets,
qui voient des investissements directs. L'Algérie, c'est un pays très riche, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, se dire qu'ils ont une richesse, ils ont des vrais savoir-faire qui peuvent être exportés en Afrique subsaharienne, mais ce n'est pas fait, ça peut paraître comme un désintérêt. Donc, effectivement, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique où il y a une grosse demande, parce qu'on est confronté à des défis démographiques. Je prends un pays comme le Cameroun, dans les années 80, on était à peine 5 millions, là on est 30 millions. Et sur 30 millions de population, vous avez 1% qui a droit à un salaire tous les mois. Vous vous rendez compte? Donc 1 million de gens qui doivent nourrir chacun 30 personnes pour que le pays s'en sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un pays comme le Cameroun, au-delà du slogan politique, ils ont envie d'entendre que, bon, voilà, on a tel groupe d'intérêt qui vient investir dans tel domaine, ça va générer tel nombre d'emplois directs, tel nombre d'emplois indirects. Vous faites ça, vous avez le cœur de tout le monde. Alors, justement, on va prendre cas par cas, Makaïla. Au Tchad, par exemple, est-ce que c'est la jeunesse tchadienne, par exemple? Quel est le pays le plus présent sur le terrain? Le Maroc ou l'Algérie, honnêtement? Écoutez, quels sont les intérêts qui se développent le plus en ce moment au Tchad? Moi, pour le moment, au Tchad, moi, je pense que les deux pays s'équivalent sur le terrain diplomatique et sur le terrain, mais pas sur le terrain économique. Parce qu'en fait, tout ce qui est bien, etc., ne sont pas acheminés depuis le Maroc ni depuis l'Algérie vers le Tchad. Et c'est ça qu'ils sont restés dans un cadre plutôt politique que dans un cadre économique. Or, aujourd'hui, l'économie, les gens disent souvent, les économistes disent, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Les Algériens, au lieu de dire, effectivement, exploiter ces terrains vides, tu l'as évoqué tout à l'heure, les Africains ont besoin, les pays au sud du Sahara ont besoin de logements, ont besoin effectivement des voitures. Les Algériens ont une technologie de pointe, ils peuvent quand même transférer effectivement la technologie dans ces pays, implanter. Et tu as évoqué la question de la bancarisation du continent à travers le Maroc. L'Algérie avait les moyens également de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est à la faute revient effectivement à l'Algérie qui n'a pas pu exploiter des opportunités économiques vis-à-vis des pays africains. Mais c'est l'occasion ou jamais d'en débattre et de proposer d'alternatives à cela. L'Algérie aurait dû également, Abdou, organiser des forums à Alger, réunissant effectivement des cadres et des intellectuels africains pour réfléchir comment effectivement renouer des rapports plutôt économiques que de rester dans un agenda politique. L'agenda politique, certes, existe, mais l'agenda économique aujourd'hui parle aux Africains et tu l'as évoqué. Il y a aussi un sujet important, c'est la crise, c'est l'immigration, la thématique de l'immigration. Au Maghreb, on dénonce souvent un racisme anti-Afrique subsaharienne, un racisme anti-noir, il faut le dire la vérité. Est-ce que ça n'a pas un mauvais impact sur l'image de l'Algérie ou l'image du Maroc? Je sais pas, peut-être au Maroc, j'ai l'impression que même les opinions publiques africaines sont plus tendres avec le Maroc concernant la thématique de l'immigration, alors qu'avec l'Algérie, il y a beaucoup de critiques. Est-ce que le Maroc expulse moins de migrants? Est-ce que c'est parce que le Maroc expulse beaucoup moins de migrants? On a vu quand même en Algérie des vagues d'expulsion. Des fois, ça se passe dans la violence. On abandonne les migrants de l'Afrique subsaharienne en plein désert. On leur demande de marcher jusqu'au Niger, etc. Est-ce que ce mauvais accueil en Tunisie, et de cela une année ou deux, le président tunisien, Kais Saïed, il a carrément eu un discours d'un racisme incroyable. Il a dit que je veux pas que la composition démographique de la Tunisie change, etc. C'est-à-dire il a même utilisé les thèses de l'extrême droite européenne, le fameux grand remplacement. Est-ce que ce Maghreb-là, qui nargue un petit peu l'Afrique subsaharienne, qui des fois la renvoie toujours avec un discours de haine, un discours de racisme, de xénophobie, est-ce que c'est pas une erreur stratégique ça aussi qui aggrave le fossé des incompréhensions entre les pays maghrébins, notamment l'Algérie et les pays de l'Afrique subsaharienne? Oui, on ne peut pas nier qu'il y a une très mauvaise perception au niveau des opinions. Et nous sommes en politique. En politique, l'important n'est pas la réalité. L'important, c'est la perception que les gens ont des réalités. C'est très mal vécu, sachant que le problème de l'immigration clandestine obéit d'abord à un drame social que vivent des populations, un drame humain, social. Vous avez des gens, c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte son pays, qu'on va braver la mer, alors parfois on ne sait même pas nager, on n'a jamais nagé dans une piscine, qu'on affronte le désert, qu'on connaissait que dans des livres d'histoire. Si les gens font ça, c'est bien parce qu'ils sont désespérés. Et donc de savoir pour les familles qui font parfois des espoirs sur des parcours comme ceux-là, qu'aux portes de l'Europe, ils sont rembarrés, peut-être violemment, les gens meurent, effectivement que ça ne contribue pas à améliorer le soft power. On est d'accord à ce niveau. Mais je pense que sur la perception de l'Algérie, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le Maroc est perçu comme un hub aérien.
avec un vrai maillage sur l'Afrique. L'Algérie a les moyens d'avoir aussi une compagnie et Algérie vraiment densifiée avec une vraie flotte, faisant aussi d'Alger le carrefour qu'il était hier, parce que Alger était un véritable carrefour hier. Si les Mandela quittaient l'Afrique du Sud pour venir à Alger, ils sont nombreux, les gens qu'on peut citer comme ça, c'est bien parce que c'est un lieu, mais tout ça peut être porté aussi par des éléments de souveraineté. Je parle de compagnie aérienne, faire d'Alger la capitale par laquelle on transite pour aller un peu partout. Même Kadhafi avait réussi à le faire avec Afriquia, à l'époque, en faisant des billets d'avions très accessibles, très démocratisés. Donc effectivement, il y a ça sur la perception. Je suis d'accord avec vous que ça ne plaide pas beaucoup dans l'amélioration de la perception que les Africains peuvent avoir. Mais on est moins condamnés. Quel est le pays qui a une perception la plus positive entre l'Algérie et le Maroc en termes d'immigration? Le Maroc. Le Maroc, il est mieux perçu parce qu'il est considéré comme plus accueillant que l'Algérie. Oui, au niveau des opinions, oui. Au niveau des opinions, la preuve, vous verrez beaucoup de démarches d'immigration, des démarches migratoires de subsahariens vers le Maroc. Ce qui est pas le... Moi, je rencontre rarement des gens qui me disent, bon, le Maroc, la Tunisie, mais je rencontre rarement des gens qui disent, bon, je quitte l'Afrique, je vais en Algérie, c'est un peu rare. Vous trouverez beaucoup plus des profils d'étudiants, par exemple, hein, qui concentrés dans la région, en Kabylie, là-bas. Et puis, oui, le reste du temps, vous entendrez beaucoup parler du Maroc et puis de la Tunisie. Est-ce que Makaël, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'au niveau de la problématique de l'immigration, de l'accueil ou de la persécution, du mauvais accueil, des mauvais traitements, bon, la Libye, elle est à part. Le Tchad connaît bien la Libye est devenue un enfer pour les migrants subsahariens. On parle de cas d'esclavage, on parle de cas de traite carrément des êtres humains, etc. Mais entre l'Algérie et le Maroc, est-ce qu'il y a une perception plus positive à l'égard de l'Algérie ou plutôt à l'égard du Maroc? Abdou, moi j'apprécie effectivement que tu aies soulevé cette question problématique qui est l'immigration irrégulière, qui fait effectivement débat, qui lie effectivement l'Europe, le pays au sud du Sahara et avec le point de passage qui est le Maghreb. Et que le Maghreb est devenu un passage obligé pour ces migrants qui fuient effectivement la guerre civile, qui fuient le conflit politique. Et l'Algérie qui est un point de passage, et tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait de jeter des migrants au Sahara a milité en défaveur, effectivement, de l'image de l'Algérie et de sa réputation diplomatique, bien que nous autres qui sommes très lucides. Et je voudrais vous surprendre. Récemment, j'étais avec un Algérien qui me déposait à Paris. Il me dit, effectivement, lui, il a employé à Alger, on sait pas, Alger, autour d'Alger, des migrants avec lesquels il les a employés. Il les traite bien. Et là, ça contraste avec ce que certains pensent que le Maroc. Mais on a l'impression qu'effectivement, l'Algérie, en expulsant des migrants vers le Sahara et sans que la société civile algérienne soit dynamique et soit alertée, ça pose effectivement problème à son image. Donc moi, je pense que la perception, effectivement, les gens pensent qu'on entend rarement que des Marocains aient expulsé vers le Sahara des migrants. Mais par contre, en 2005, je pense, les Marocains avaient effectivement expulsé des migrants qui tentaient d'aller en Espagne. Mais ça fait effectivement un tollé au niveau de l'Afrique. Et peut-être cela a été très mal perçu par les Africains. Et ça a permis aux Marocains de changer leur méthode d'accueil ou bien de laisser passer les migrants vers l'Europe. Maintenant, je pense que ces débats qui nous réunissent aujourd'hui permettent effectivement aux Algériens et à la diplomatie algérienne de réapproprier effectivement cette problématique et de faire en sorte que l'accueil et l'amélioration des personnes migrantes doit être quand même une des causes qui doivent être quand même modifiées, améliorées pour permettre effectivement de soigner l'image de l'Algérie. Et tu l'as évoqué, effectivement, j'ai vécu en Tunisie. Effectivement, la Tunisie, à travers Khaïs Saïd, elle nous a surpris. Et vous savez très bien que le nom même de l'Afrique, la Tunisie portait même le nom de l'Afrique, Ifriqiya. Ifriqiya, en fait, c'est à partir de la Tunisie qu'on a donné le nom à l'Afrique. Donc, les Africains, quand ils sont en Tunisie, ils doivent se sentir chez eux. Mais on a l'impression que les nouvelles autorités tunisiennes n'ont pas quand même fait preuve de bon sens en accueillant des migrants. Maintenant, pour revenir sur la question algérienne, je pense que l'Algérie a encore une chance parce qu'en fait, ces derniers temps, on a constaté que les expulsions ont diminué entre l'Algérie et le Sahara au nord, effectivement, au nord du Niger et au nord du Mali. Et donc, c'est dû au fait, effectivement, à ces travaux de sensibilisation des médias et de la société civile qui essaient de faire comprendre, effectivement, à la politique algérienne sur la question migratoire
qu'il faut absolument que l'accueil doit être amélioré et que les conditions, effectivement, de transit soient des conditions humaines. Alors, Morgane, maintenant, le délicat dossier du Sahara occidental, qui alimente les tensions entre l'Algérie et le Maroc depuis les années 70. Alors, officiellement, l'Union africaine reconnaît la République démocratique arabe du Sahara occidental. Le Maroc a quitté l'Union africaine et est revenu en 2017. Mais au-delà des discours officiels des institutions, les opinions publiques africaines, est-ce qu'ils suivent ce dossier? Est-ce qu'ils sont au courant de ce dossier? Est-ce que l'indépendance du Sahara occidental est une cause qui est soutenue par pas mal d'Africains et d'Africains? Est-ce que c'est une cause qui mobilise en Afrique? Est-ce qu'elle suscite de l'intérêt? Est-ce que les Africains, par exemple, comprennent pourquoi l'Algérie soutient le Sahara occidental, qu'il y a un conflit, que le Maroc occupe un autre territoire, etc. Comment c'est compris, comment c'est analysé? Parce qu'on s'est jamais, à mon avis, attardé sur la perception des Africains par rapport au problème du Sahara occidental. Bon, moi, je vous dirais que les gens de ma génération, oui. Parce que nous, on a grandi avec ça, on écoutait à la radio. À l'époque, il n'y avait pas vraiment des télévisions en Afrique. On entendait tout le temps à la radio, le Front Polisario et tout. Et je peux vous raconter, vous me réveillez au pied du lit, je vous raconte l'histoire. Le Front Polisario, 1973, les Espagnols se battent. Ils revendiquent la souveraineté que conteste le Maroc. Ils sont soutenus par l'Algérie. C'est un peu normal parce que je vous ai dit que l'Algérie, dans son ADN, est frondeuse. C'est un pays qui lui-même a été colonisé et qui vit mal de voir de la persécution comme pays où un État puisse être l'objet de persécution. Donc on peut expliquer le soutien de l'Algérie à la République sahraoui par ce fait-là. Mais effectivement, ça a été source de tension. Parce que vous voyez que depuis, bien avant, il y a quand même eu la guerre des sables. En 1963, le problème de territorialité, parce que les choses n'étaient pas très clarifiées avec les Français qui n'ont pas bien délimité les frontières de leur colonie à l'époque. Donc il y a eu cette guerre de 63. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Mali, c'est un peu ironique parce que parmi les pays, en plus de l'OUA, en plus de la Ligue arabe, parmi les pays qui à l'époque avaient fait asseoir les deux pour arriver en conflit, il y avait le Mali et puis l'Égypte. Donc effectivement, dans notre temps, donc les gens de ma génération, c'est un conflit qui était très présent et qui a tatoué les mémoires irrémédiablement. Mais aujourd'hui, on en parle de moins en moins. D'ailleurs, on a vu des pays qui étaient soutiens hier du Sahara occidental se désengager sous la pression de la diplomatie marocaine. Je vous parlais tout à l'heure du bilatéral. Comment ça se fait alors? Les Africains se désintéressent de ce conflit? C'est ce que je viens de vous dire, que les gens de ma génération, oui, on était parfaitement informés de ce conflit, mais aujourd'hui de moins en moins. Aujourd'hui, vous verrez que ça se deal au niveau des chancelleries, des hautes chancelleries. Pourquoi? Parce que vous avez des gens de ma génération qui sont aux affaires et qui ont été imprégnés. Je vous prends un exemple simple, la Guinée-Bissau et puis le Cap-Vert à l'époque avec le PAIGC d'Amical Cabral, ils ont été soutenus par l'Algérie dans leur lutte pour faire partir les Portugais. Mais aujourd'hui, c'est très très bizarre, la Guinée-Bissau est alignée sur les positions marocaines. Le lobbying dont on parlait tout à l'heure et le pragmatisme politique qui veut que d'abord qu'on se préoccupe de savoir qu'est-ce qu'on mange le soir, en fin de journée. Moi, je pense qu'effectivement, c'est l'abcès de fixation depuis un certain temps. La question sahraoui empoisonne les relations entre d'abord le Maroc et l'Algérie, mais empoisonne, au-delà même du Maroc et de l'Algérie, empoisonne les relations au sud du Sahara, parce qu'en fait, les pays se sont divisés. Récemment, le Tchad a reconnu Dakhla, a planté son drapeau à Dakhla, reconnaissant effectivement l'appartenance de la localité au Maroc, et ça a suscité l'ire effectivement de nos amis algériens, et nous qui étions un peu surpris, des amis des Tchadiens qui ont fréquenté l'Algérie et qui ont étudié en Algérie, qui ont très mal apprécié et qui m'ont appelé, me dit, on ne comprend pas comment expliquer que le Tchad, notre pays, reconnaisse la paternité d'Akhla au Maroc. Et donc là, c'est pour vous dire qu'effectivement, dans l'opinion africaine, les gens consomment, et l'Algérie a aussi son droit le plus absolu de soutenir effectivement des mouvements d'indépendance. Mais ils ne sont pas seuls. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Voilà, exactement. Dans et donc moi, je pense que quand un pays africain pense que opprimer un autre pays, les Sahraouis ont autant, comme d'autres pays, le droit à l'autodétermination. Et donc, c'est une démarche que
l'Algérie s'inscrit dans une démarche des droits internationaux, et donc à laquelle il fallait peut-être la combattre. Maintenant, c'est que le Maroc a, à travers, comme tu l'as dit, son soft power, a essayé effectivement de rallier à sa position beaucoup de pays africains qui, au fur et à mesure, isolent un peu le Sahara occidental sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, les débats restent un débat au plan judiciaire et sur la problématique la plus liée effectivement à l'autodétermination des peuples. Donc on a l'impression qu'ici, l'Algérie et le Maroc n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur cette question qui empoisonne les relations et qui entraîne avec elle d'autres pays africains qui ne se retrouvent pas. Or, la communauté internationale n'arrive pas à arbitrer. Quand même, mon gars, j'ai l'impression que Makel a dit vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays africains s'alignent sur la position marocaine et très peu encore soutiennent encore la question du Sahara occidental. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Le Maroc, que tu me dis, le Maroc n'a pas d'argent pour acheter tout le monde. Est-ce que c'est pas question d'acheter ou c'est pas... Vous les sous-estimez, est-ce qu'ils ont de l'argent? Voilà, justement, comment ça se passe? Vous les sous-estimez, cher Abdou. Je vous ai dit que c'est un pays qui a construit une ingénierie très forte liée à son isolement volontaire de 1984. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont dit comment on peut partir tout en restant. Donc, tout en restant, c'est qu'ils ont développé des rapports bilatéraux avec des pays. Et je vous ai dit que quiconque comprend aujourd'hui que la demande sociale est le problème prioritaire en Afrique, quiconque comprend ça a gagné l'Afrique. Il ne faut pas sous-estimer. Je viens de vous prendre un exemple. La Guinée-Bissau, le Cap-Vert ont été aidés par l'Algérie dans leur guerre de décolonisation contre le Portugal. À la base, ils étaient alignés sur les positions algériennes, sur la question du Sahara occidental. Mais aujourd'hui, ils ont basculé, ils ont retiré leur soutien au Sahara occidental, et je crois qu'ils font partie des pays qui ont ouvert un consulat à Dakhla. Et donc c'est une prise de position très claire. Et vous me demanderez, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Parce que la Guinée-Bissau a des problèmes, a besoin d'investisseurs, a besoin de gens qui ramènent de l'argent. À un moment donné, quand même, la politique est commandée. Le Maroc a pu répondre à ces préoccupations-là? Par exemple, oui. Mais moi, je pense que... Vous voyez des banques marocaines partout, à Tidjari, la BMCE, rentrer dans le capital, le gros des... Vous prenez un pays comme le Cameroun, l'ancienne société camerounaise des banques, aujourd'hui rachetée par Attijari, banque, je peux vous en citer, des cas comme ça à l'appel. Et je vous ai dit que ne perdez pas de vue que cette question, aujourd'hui, elle est élitiste. Ça veut dire que c'est une question qui touche pas les opinions populaires. Le sommet. Ouais, qui touche le sommet. Parce que le sommet, c'est les gens de notre génération qui ont vécu ce conflit-là quand il était vraiment tout chaud, avant qu'aujourd'hui qu'il tiédisse un tout petit peu. Alors pourquoi les Africains, par exemple, à travers l'Union africaine, les pays africains, n'arrivent pas à proposer une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc? Mais tu as raison, c'est une question... Ça s'est fait dans le Garde des Sables, tu l'as bien fait de le rappeler, Morgan. Mais pourquoi cette fois-ci, on a l'impression que les Africains, au contraire, ils profitent de cette rivalité? Absolument. Pour que chacun prenne un peu un intérêt, mais personne ne propose une solution pour calmer les ardeurs des deux voisins. Mais justement, Abdou, ça me fait rappeler en fait, la différence entre le Taïwan et la Chine, où les pays africains sont engouffrés pour, d'un côté, soutirer de l'argent de Taïwan, de l'autre côté, soutirer de l'argent de la Chine, alors qu'il aurait fallu effectivement que ces pays africains-là adoptent une position plus de neutralité ou bien d'acceptation. Sur le cas, effectivement, dont tu évoquais tout à l'heure, l'Union africaine aurait dû jouer de son influence pour amener les deux parties, effectivement, à la table de négociation et arbitrer de manière objective. Or, on a l'impression que l'Union africaine elle-même est prise dans un engrenage et qu'elle n'arrive pas à proposer une alternative à la question sahraoui, qui empoisonne, comme on l'a dit tout à l'heure, les relations bilatérales, multilatérales au niveau continental, et qu'il fallait proposer d'alternatives crédibles auxquelles les Sahraouis doivent aussi effectivement s'émanciper, tout comme que les relations entre l'Algérie et le Maroc doivent être des relations saines. Or, aujourd'hui, ces relations sont complètement envenimées à cause effectivement de ces problèmes. Et maintenant, au-delà de l'Union africaine, il faut aussi parler effectivement de la Cour internationale de justice, qui aurait dû elle-même s'imprégner et s'approprier cette question et proposer une alternative. On a l'impression que les instances internationales, qui étaient beaucoup plutôt spécialisées sur les questions de l'arbitrage international, les instances internationales sont nues ou bien tues pour laisser effectivement cette crise persister. Et la persistance de cette crise n'arrange absolument ni les Marocains, ni les Algériens. C'est pourquoi nous autres, des voix un peu libres, nous pensons qu'effectivement il est temps
qui est la communauté internationale, vraiment se prononce sur cette question qui a trop duré. Figurez-vous, ça fait 3 décennies. Oui, il y a eu un accord même frontalier à l'époque, je crois en 72, entre le Maroc et l'Algérie, mais accord que le Maroc n'a pas ratifié, d'où la persistance du conflit, enfin des détentions jusqu'à l'heure où on parle. Voilà. Pour dire que c'est pas faute d'avoir essayé, mais est-ce que l'Union africaine est solide aujourd'hui? Vous savez, l'Union africaine, elle est financée à 60% par l'Union européenne. Et donc la géopolitique au niveau de l'Union africaine parfois est guidée par des intérêts que ni vous ni moi, nous ne comprenons. Et donc ils ont cherché de l'affrontement. Moi je pense qu'il y a la possibilité pour l'Algérie aujourd'hui d'équilibrer la terreur. Parce qu'elle avait un avantage comparatif. L'avantage comparatif est lié au passé, le passé glorieux, historique et tout. Donc il faut simplement considérer que le monde d'aujourd'hui repose sur de nouveaux ressorts. Il y a des défis économiques, comme on l'a dit. Donc voilà, il faut aller à l'abordage. Mais justement, la question que tu soulèves tout à l'heure, Morgan, c'est la question de l'indépendance financière économique de l'Union africaine pose problème dans ses actions quand il s'agit effectivement de se positionner par rapport à cette crise qui envenime et qui détruit le rapport entre des pays. L'Union africaine, si elle était totalement indépendante, si elle ne dépendait pas, comme tu le dis, de l'Union européenne, et c'est ça en fait la question à laquelle tous les observateurs s'interrogent sur l'indépendance de l'Union africaine, qui est une institution panafricaine, qui aurait dû quand même être au-delà de la mêlée. Mais cette Union africaine, aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'elle n'arrive pas effectivement à arbitrer de part et d'autre. Je voudrais quand même avoir votre lecture par rapport à un constat. Si on prend la carte du continent africain, il y a des blocs régionaux qui se constituent partout. Afrique de l'Ouest, les États du Sahel, dernier bloc régional qui a vu sa naissance, l'AES, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, etc. Et puis le Maghreb, paradoxalement aujourd'hui, cette région qui était présentée pendant des décennies comme étant la région la plus développée, la plus évoluée, c'est aujourd'hui la région la plus divisée et la plus menacée. Conflit grave et en Libye, etc. La Tunisie dans une situation de quasi-faillite, et elle a du mal à se débrouiller, et situation de pré-guerre, pratiquement, voilà, entre l'Algérie et le Maroc. Quel est l'avenir du Maghreb de votre point de vue? Quand vous voyez que tous les autres blocs régionaux évoluent, se renforcent, il y a une solidarité régionale, il y a des marchés communs qui se constituent, il y a une intégration régionale, on parle de monnaie commune, locale, etc. Mais le Maghreb, j'ai l'impression qu'il fait complètement, il se détache du reste de la dynamique africaine, il reste isolé, morcelé. La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce que cela arrange, cette désunion? Et si vous savez qui cela arrange, cette désunion, vous comprenez qu'il y a des gens qui soufflent les braises. Moi, je pense, et je partage le point de vue de Makaïla, qu'il faut convoquer la sagesse. Parce qu'on est tous africains, et quand je dis africain, je ne suis pas dans l'exagération, puisque tout à l'heure, ça a été dit que l'Afrique tire son nom, Ifriqiya, de cette zone. Nous devons le nom Afrique à cette zone-là. Et donc, nous devons être tous jaloux, qu'on doit chérir aujourd'hui. Moi, je ne vois pas de différence fondamentale entre un Sahraoui et quelqu'un d'autre du Mali. C'est quasiment les mêmes peuples. Quand moi, je vais là-bas, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Algérie, il y a des peuples dont la culture me rappelle ma culture à moi, qui suis subsahérien. Donc, je pense qu'il faut convoquer. Pourquoi je fais ce parallèle, c'est pour dire que nous devons convoquer la sagesse africaine pour régler nos différends. Nous, on a besoin d'un Maroc et d'une Algérie qui soient fortes. C'est des gens qui peuvent driver. Aujourd'hui, les gens parlent de jeter un pont de liane entre l'Europe et l'Afrique sur la Méditerranée, donc ouvert sur ces deux pays. Nous, il est dans notre intérêt d'avoir ces deux pays, ces deux mastodontes fortes. Mais je pense qu'il faut convoquer la réelle politique. Il faut du pragmatisme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des questions qui peuvent se régler avec juste un tout petit peu de pragmatisme. On aime bien le côté souverainiste. Moi, je me rappelle encore de la prise d'otage d'une usine de gaz à l'époque par des kamikazes et tout, et l'Algérie qui avait refusé tout interventionnisme. Ils ont dit notre armée peut régler l'affaire, et ils ont réglé l'affaire. Donc on a besoin d'avoir des bastions forts comme cela en Afrique, mais dans le cadre d'une union, parce que toute maison divisée périra.
Justement, Abdou, tu soulevais une question pertinente, la question du morcellement du continent, alors que l'Union africaine, c'était une institution panafricaine qui aurait dû fédérer ces ensembles. On a l'impression que les gens se morcellent au fur et à mesure. Donc, ça contribue, oui, ça milite à l'unité de l'Afrique. Maintenant, pour revenir sur le cas de l'Union du Maghreb arabe, qui s'est morcelé, parce que la crise en Libye, les gens n'ont pas pu proposer une solution aux Libyens. Il y a aussi le pouvoir central de Tripoli, et il y a le pouvoir et vous avez de l'autre côté, vous avez Haftar et sa bande. Vous avez la Tunisie qui a connu effectivement une transition populaire à travers la révolte, mais la Tunisie s'est enlisée aujourd'hui dans une impasse politique. Vous avez la crise qui empoisonne l'Algérie et le Maroc, qui est fait l'objet de notre sujet aujourd'hui, qui effectivement n'arrive pas à trouver une issue meilleure. Et vous avez aussi la Mauritanie qui aussi ne se retrouve ni au Maghreb, ni effectivement avec les pays de l'Ouest. Donc du coup, on se retrouve, et vous avez aujourd'hui, l'élément que vous avez cité, c'est la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui, c'est des marques de la CEDEAO. Donc on a l'impression que la question de l'unité de l'Afrique, qui devait transcender effectivement nos divergences politiques, aujourd'hui refait surface, et ça ne milite pas en faveur de l'unité de l'Afrique. Moi, je pense qu'il est temps, comme tu l'as dit, le réalisme doit s'imposer à tous. Et il faut que nos dirigeants africains, que ce soit au-delà du Maghreb jusqu'au sud du Sahara, les gens doivent repenser la politique de l'unité de l'Afrique. Parce qu'en fait... Alors, pour terminer, tous les deux, je vous donnerai un dernier mot. Si vous avez en face de vous les dirigeants algériens et les dirigeants marocains, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je dirais que le Maroc est déjà sur une belle perspective. Parce qu'on parlait de réel politique tout à l'heure, ils ont compris qu'il fallait être actif sur le plan opérationnel. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de slogans, l'Afrique a besoin de résoudre ses problèmes vitaux, les problèmes fondamentaux, qui sont de nourrir les populations, de leur trouver des activités, d'industrialiser, donc besoin de vrais savoir-faire qu'on retrouve au Maroc. Je rappelle que c'est quand même un pays, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ce sont des pays qui exportent, y compris dans les marchés comme l'Union européenne. Et on ne vient pas ici avec toutes les normes et tout si on n'est pas à un certain niveau de savoir-faire. Voilà. Donc, moi, je pense que en ce qui concerne l'Algérie, donc le Maroc, ils ont pris clairement une avance dans cette stratégie offensive sur l'Afrique. Pour moi, l'Algérie avait un avantage comparatif qui doit tout simplement être exhumé, l'avantage lié aux relations. Vous savez, moi, je viens d'une famille en Afrique qui a lutté pour les indépendances du Cameroun. Beaucoup de nos guerriers sont réfugiés en Algérie, ont été accueillis là-bas. Donc, j'aurais naturellement tendance à avoir de la sympathie pour eux. Donc, s'ils reviennent aujourd'hui au devant de la scène en se disant, bon voilà, on a un trésor de guerre, parce que l'Algérie, clairement, aujourd'hui, a des capitaux très importants avec des savoir-faire, on s'en va à l'attaque. Je pense on peut arriver à un équilibre de la terreur qui peut être bénéfique pour tous. Moi, je pense que... Merci Abdou pour nous permettre effectivement de conclure ces débats. Moi, je pense qu'il y a des liens historiques qui lient ces deux pays, l'Algérie et le Maroc. Ces liens historiques ne peuvent pas être compromis à cause effectivement des intérêts personnels ou bien des intérêts crypto-personnels entre des individus. Il faut absolument que les deux États essayent de renouer le fil du dialogue, nous permettre effectivement à nous, Africains, de bénéficier aussi de l'air extérieur, et tu l'as su bien le dire et le démontrer, c'est que ces pays-là s'équivalent même aux pays européens, ils n'ont rien envié. Quand vous êtes à Alger, à Tunis, eh bien, à Rabat, vous allez vous sentir, c'est comme si vous êtes quelque part, ils ont le même standing que l'Europe. Donc moi, ces pays-là, les Européens les envient aussi. Et pourquoi pas, effectivement, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir rapprocher les points de vue et de transcender les clivages qui les opposent. Et nous pouvons être, effectivement, nous autres Africains, frères des Algériens et des Marocains, peuvent être des médiateurs pour réconcilier les positions, pourquoi pas, entre Alger et Rabat. Et là, je pense que moi, j'ai la forte conviction qu'on peut arriver, effectivement, à transcender les clivages qui les opposent pour trouver, effectivement, une unité sincère au profit des deux peuples. هو المهم السمار ما عندك ما تصور لا انت ولا جينيرال ديالك في المغرب قارن ولا ما تقارنش حنا عارفين شنو عندنا الحمد لله بلا ما نحتاجوا لا نجيبوا صحافه باش يديروا فرق بيننا وبينكم ولا حتى شي حاجه لان هذاك يتسمى الضعف حاسين نتوما بالضعف وحاسين محتقرين روسكم وما ما تيقينش في روسكم ما تيقينش في الحكم ديالكم ما تيقينش في بلادكم وما تيقينش حتى في الاقتصاد ديال البلاد حنا الحمد لله عاش الملك والحمد لله عاش الشعب المغربي وعاشت المملكه المغربيه موتوا بلا ما نقولها السلام عليكم